pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. La Confégès se réunit à Lomé cette semaine. Demain donc, les ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie ouvriront la 13e réunion de leur bureau. Qu'est-ce qui se fera à cette rencontre? Nous le verrons dans ce journal avec Luc Assi qui nous emmène à la découverte de l'institution. Le Doufelgou a célébré ce week-end de Sintou Djangou. Les populations du milieu ont exprimé leur gratitude aux mânes des ancêtres et sollicité de nouveau leur bienveillance pour la nouvelle saison agricole. Le ministre Guy Madjé Lorenzo était de la célébration. Et nous ouvrons ce journal à Kara et en santé, le personnel paramédical, les infirmiers de bloc opératoire et les chirurgiens traumatologues ont actualisé leurs connaissances en prise en charge des lésions des muscles et du squelette. Les précisions de Nestor Mozou, notre correspondant local. Balimé en 2017, Kara en 2018. C'est pour la deuxième fois que la Fondation AO Alliance procède au Togo au renforcement des capacités du personnel soignant. Cette fondation a pour vocation d'aider à remettre sur pied les patients victimes de traumatisme. La formation qu'elle donne ici porte sur la prise en charge initiale des lésions musculo-squelettiques et sur le traitement des fractures. 3 catégories de personnel médical sont concernées par cette formation. Il y a le personnel paramédical, les infirmiers, les médecins isolés aussi par certains, qui sont les premiers à rentrer en contact avec les patients blessés. C'est le premier niveau, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a un second niveau qui concerne les infirmiers du bloc opératoire. Et un troisième niveau qui concerne les chirurgiens traumatologues, les jeunes chirurgiens. De façon pratique, on a mené du plâtre ou bien les appareils pour mobiliser. Nous allons montrer comment on fait par exemple une mobilisation du membre supérieur. Dans les meilleures conditions, quels sont les critères à respecter. Parce que beaucoup ont été formés à la faculté ou bien à l'école des auxiliaires médicaux, l'école des infirmiers. Ils n'ont jamais touché le plâtre. Donc nous apprenons comment mettre le plâtre, comment suivre le patient qui est plâtré. La session de renforcement des capacités est prévue pour une semaine. La Fondation AO Alliance, qui l'a initiée, a son siège en Suisse. Outre le Togo, cette même activité est organisée au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun et au Gabon. Et à Lomé, les techniciens en biologie médicale étaient en congrès annuel. Premier congrès du genre autour du rôle de ce maillon de la chaîne médicale dans la recherche de la qualité de soins. Ces techniciens de laboratoire ont aussi fait le bilan des premiers mois d'existence de leur association. On voit cela avec Sergine Raimondo et Carmen Nadjé Akako. La biologie médicale joue aujourd'hui un rôle déterminant dans la santé humaine. Elle contribue
contribue à la réalisation de 60 à 70% des diagnostics sanitaires. Il convient donc de promouvoir ce secteur d'activité pour le bien-être des populations. Et depuis quelques années, l'Association pour la promotion de la biologie médicale a vu le jour. L'APBM tient ici son premier congrès annuel. Il s'agit de redéfinir la place des laboratoires de biologie médicale dans la chaîne des soins de santé. Ce serait encore l'occasion pour nous aussi de sensibiliser encore nos collègues à une massive adhésion à l'association et aussi de suivre certains modules de formation qui nous permettront encore de renforcer nos capacités en matière d'application des technologies de la biologie médicale. Le défi primordial que nous poursuivons aujourd'hui, c'est d'abord de se former nous-mêmes entre nous, de s'actualiser dans nos connaissances en réalité pour permettre que notre exercice en tant que biologiste dans les laboratoires puisse fournir le meilleur des résultats attendus pour la meilleure prise en charge de nos patients, de nos populations. Depuis sa création, l'APBM a su créer un espace d'échange sur les questions intégrant les compétences professionnelles de biologie médicale ainsi que celles relatives à l'enseignement de cette discipline. Il revient à l'université qu'après avoir formé des praticiens qui sont sur le terrain, il faut les recycler. C'est très important que l'analyse ou bien les résultats d'analyse qui doivent être sortis des laboratoires doivent être fiables. Il revient à l'université de revenir à la charge pour accompagner ces associations qui veuillent bien organiser le secteur, parce que c'est très important, parce que ça se fait ailleurs. Et c'est quelque chose que nous devons saluer, que le Togo aussi se met sur la même voie. Pour les années à venir, l'Association pour la promotion de la biologie médicale APBM compte œuvrer pour la libéralisation de la corporation afin de promouvoir l'auto-emploi des biologistes et créer un laboratoire de recherche et de contrôle de qualité des réactifs. Les remous dans le monde social et les initiatives d'apaisement étaient les principaux axes de l'intervention sur la TVT cette mi-journée du ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Gilbert Barra a été reçu dans le journal du dimanche par Prudence Zinsou. Nous vous en proposons un extrait. Le vient de prendre et du décret que le Premier ministre a pris le 4 avril, c'est de formaliser, de structurer et d'accélérer et intensifier un processus qui avait déjà commencé, mais qui était un peu informel. C'est de donner plus de perspective et de visibilité, de lisibilité aux actions du gouvernement, à la volonté de dialogue et de concertation du gouvernement et surtout faire en sorte qu'un travail participatif et inclusif soit mené pour régler un certain nombre de défis. Déjà au mois de novembre-décembre 2017, mon collègue et frère, le ministre de la Santé et moi-même, avec l'ensemble des organisations syndicales du secteur de la santé, nous avions eu des réunions et nous avions commencé d'ailleurs à engranger un certain nombre d'avancées et de progrès dans le travail. Par exemple, la question des 9 agents de l'hôpital du centre médico-social de Bekota, qui avait été, dont le contrat de stage avait été rompu au mois de juin 2017. Cette question avait été réglée pratiquement parce que nous avions préconisé à l'endroit de ces 9 agents de rédiger, de faire des demandes de réintégration et que le gouvernement allait veiller à ce que le directeur de ce centre médico-social de Bekota examine favorablement cette demande. Et donc, dans ce contexte-là, on n'aurait pas dû encore avoir sur les plateformes revendicatives
le sujet relatif à l'intégration de ces 9 agents. Mais cela étant, aujourd'hui, c'est un problème définitivement réglé. Il y a une volonté d'ouverture et un acte de conciliant de la part du gouvernement et du directeur du centre médico-social de Baie. Nous pensons que personne, aucune organisation syndicale ne va encore évoquer ce problème. Il en est de même concernant le problème de bonification d'ancienneté en faveur des contractuels du secteur de la santé qui sont recrutés dans la fonction publique en disposant d'une expérience professionnelle acquise dans les structures publiques. Ce problème aussi, au mois de décembre 2017, nous avions indiqué notre volonté à examiner cette question favorablement pour une issue heureuse. Et les personnes concernées ont la possibilité d'adresser leur dossier à notre ministère. Nous allons le traiter. C'est la même chose concernant le processus d'adoption du statut particulier des personnels médicaux du secteur de la santé. Il y a un groupe de travail qui était déjà à l'œuvre. Oui. Donc c'est pour dire qu'avec la mise en place du groupe, il y a déjà des acquis qui ont été engrangés, il y a des avancées qui ont été enregistrées, mais nous allons amplifier le travail en faisant en sorte que l'ensemble des problèmes et des préoccupations qui minent le secteur de la santé puissent être examinés. Et au-delà des femmes et des hommes de qualité qui ont été désignés par le Premier ministre pour faire partie du groupe, il est loisible au groupe de s'appuyer sur d'autres personnes ressources, d'autres compétences, qu'il s'agisse des directeurs généraux des hôpitaux et qu'il s'agisse de personnalités jouissant d'une expérience solide dans le secteur de la santé, et même tous les autres ministères concernés, le ministère du Plan, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, tous ceux qui ont vocation à contribuer et à favoriser le bon déroulement et le bon aboutissement du groupe de travail, tout cela sera fait. Et donc, je voulais profiter pour rassurer. Oui. Bien entendu, il y a un élément important qui a été souligné par les membres du groupe de travail. C'est qu'à partir du moment où l'ensemble des préoccupations et des revendications qui étaient à l'origine des mouvements sociaux, des grèves, des perturbations dans le secteur de la santé sont en train d'être examinées et d'être traitées, dans l'esprit que je viens d'indiquer, il n'y a plus de raison qu'à partir de maintenant, on ait encore des perturbations dans ce secteur. Donc, nous profitons de lancer un appel à l'apaisement et à la sérénité. Nous allons œuvrer aussi bien au niveau du gouvernement que du groupe de travail, qui est d'ailleurs dirigé par un membre éminent du SYNFOP, pour que les résultats soient rapidement au rendez-vous. Monsieur le ministre, quel est le sort réservé aux conclusions du groupe de travail au niveau du secteur de l'éducation? Vous savez, on a beaucoup de peine par rapport à l'immensité des efforts qui ont été faits par le gouvernement dans le secteur de l'éducation et les résultats auxquels nous sommes parvenus, surtout la situation actuelle. Oui. Depuis janvier 2017, l'essentiel des préoccupations et des revendications a trouvé satisfaction, qu'il s'agisse de l'élaboration du statut particulier qui va être adopté incessamment, qu'il s'agisse de l'intégration des enseignants auxiliaires avec une incidence financière et budgétaire considérable. Les 12 281 enseignants auxiliaires, la quasi-totalité a été intégrée au sein de la fonction publique, qu'il s'agisse de problèmes de remboursement des cotisations qui avaient été effectuées par certains enseignants auxiliaires avant leur intégration dans le cadre des fonctionnaires. Ça aussi, c'est pratiquement 1,750 milliard
qui ont été déboursés et remboursés aux ayants droit ou aux ayants cause. Il s'agisse des problèmes de mutation ou d'affectation dite punitive. Tout cela, ces problèmes ont été réglés. En matière de primes, nous nous rappelons que depuis 2012, l'État avait instauré des primes de rentrée de bibliothèque, ensuite une prime d'incitation à la fonction enseignante, et ces primes ont été regroupées et ont connu une amélioration significative. Au mois de mars 2017, le gouvernement a procédé au doublement de ces primes pour les faire passer, notamment la prime d'incitation à la fonction enseignante, pour la faire passer de 8 000 à 16 000 pour les catégories BCD et de 10 000 à 20 000 pour les catégories A. Et au mois d'octobre 2017, 5 000 a été ajouté systématiquement à l'ensemble des personnels éducatifs. Ce qui fait que nous aurions espéré et souhaité que les activités pédagogiques et scolaires connaissent un meilleur déroulement, qu'il y ait la sérénité, le calme et la tranquillité. Mais malheureusement, au moment où nous parlons, nous constatons que les enfants auront été les victimes expiatoires de nos comportements, notamment de l'attitude des organisations syndicales, que les programmes et les acquis ne sont pas obtenus, ce qui fait que nous risquons d'aller vers un système éducatif au rabais. Cela étant, dans un souci d'ouverture, d'apaisement, le gouvernement a poursuivi avec les initiatives. C'est dans cet esprit qu'il faut inscrire le rapport et le groupe de travail auquel vous faites référence. Les conclusions ont été remises au Premier ministre, à la fois un rapport et un projet de protocole d'accord. Depuis vendredi, nous sommes intensement engagés dans des conciliabules et des consultations avec tous les acteurs du système éducatif, les fédérations des organisations syndicales d'enseignants, les centrales syndicales, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les responsables de l'enseignement confessionnel et l'Union nationale togolaise des associations des parents d'élèves et étudiants, pour voir comment finaliser ce processus, ce protocole d'accord et parvenir à sa signature. Je crois que c'est vraiment l'intérêt de nous tous de faire en sorte que le calvaire de notre système éducatif prenne fin, que l'éducation à laquelle les enfants ont droit en tant que droit fondamental puisse être assurée et que nous puissions, dans un esprit de responsabilité, continuer à développer et à moderniser notre système éducatif. Une question sur le dialogue politique. À ce jour, que peut-on retenir comme avancée? Que du côté du président de la République et du gouvernement, il y a une détermination à parachever le processus de dialogue et à parvenir à des compromis permettant de réaliser des réformes constitutionnelles et institutionnelles allant dans le sens de l'approfondissement de la démocratie et de l'état de droit. Et cela n'est possible que si chaque parti fait preuve d'ouverture, je dirais même de sens de compromis, et surtout si nous respectons scrupuleusement les règles et les principes fixés dans la Constitution, les règles démocratiques et les règles de l'état de droit. À ces deux conditions, nous pouvons rapidement terminer le dialogue et avoir des résultats. Et à cet effet, il faut éviter, comme nous le disions concernant le climat social, de poser des actes et d'avoir des attitudes qui suscitent des ressentiments au sein de la population. Donc là aussi, nous devons continuer à faire preuve d'apaisement et de décrispation, y compris en respectant les engagements que nous avons déjà souscrits en ce qui concerne la suspension des manifestations publiques.
C'était donc Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative, dans le journal du dimanche à 13h aujourd'hui. Donc, il était interrogé par Prudence Zinsou sur les initiatives prises pour apaiser le monde socio-politique. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique est en phase de vulgarisation au niveau des régions. Dans les savanes, les ONG, techniciens de l'environnement et autres acteurs ont été invités à mieux cerner le programme afin de mieux impliquer les populations dans la protection de l'environnement. Désiré Aloye nous en parle. Les changements climatiques, phénomène préoccupant ces dernières années. Pour y faire face, le Togo s'est doté d'un nouvel outil. Il s'agit du PALCC, Programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Piloté par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, il a un caractère transversal, impliquant donc d'autres départements. Pour permettre aux différents acteurs de se l'approprier, une tournée a été envisagée. Le programme vise 3 objectifs. D'abord, contribuer à gérer efficacement et durablement les forêts et les terres. Ensuite, attaquer les problèmes d'énergie, d'efficacité énergétique. Et enfin, renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans les changements climatiques. L'opportunité de notre présence dans les régions s'explique par le fait que près de la moitié du financement du programme du PLCC sera mise en œuvre par les ONG. Or, les ONG vont travailler avec les acteurs locaux, c'est-à-dire dans les questions de gestion durable des forêts, gestion durable des terres, efficacité énergétique. Donc, pour pouvoir permettre aux acteurs de s'approprier déjà de l'action et de leur permettre de comprendre ce qui va se faire avec les ONG et de mieux collaborer avec ces ONG, il était important qu'on vienne à eux pour leur expliquer ce qui va être fait. C'est-à-dire les objectifs de notre programme, du programme PLCC, la logique d'intervention qui est très importante et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la mise en œuvre de ce programme. Le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique constitue un dispositif qui vient en complément à d'autres actions entreprises sur le terrain. Le PGCT a touché un peu les actions de gestion intégrée des catastrophes et des terres. On a eu aussi un autre projet, le PRODRA, volet 3, qui a touché également le volet énergétique. Or, c'était des actions pratiquement pilotes, qui n'ont pas touché toutes les zones. Donc, ce projet va permettre de mettre à échelle toutes les actions qui avaient été entreprises de façon pilote. Donc, va toucher toutes les régions. C'est l'Union européenne qui accompagne financièrement et techniquement le Togo dans ce programme, dans le cadre d'un mécanisme international appelé MACC+, Alliance mondiale contre les changements climatiques. Le PALCC est donc en tournée nationale après les savanes. La présentation du projet s'est tenue aussi dans l'Akara et nous avons suivi le compte rendu de Nestor Mouzou. Une nouvelle façon de tirer profit, meilleur profit de la technologie et des smartphones. Cela s'adresse prioritairement aux élèves et c'est Zonois, une plateforme développée par 2 jeunes Togolais. Elle est à la fois éducative et ludique, intégrant donc au jeu des contenus pédagogiques. Sandra Aziagbe et Kwesala étaient mercredi dernier à la cérémonie de lancement. Voici le reportage. Apprendre tout en s'amusant. Le concept est développé durant 5 ans à travers la start-up Zonois. Tous les programmes d'enseignement national validés par un panel d'enseignants sont pris en compte par cette application 100% togolaise. Ici, les élèves venus des collèges et lycées de Lomé et ses environs sont conviés pour jauger la quintessence de cette plateforme numérique. 10 questions en 2 minutes. Des volontaires ont été soumis à l'exercice. J'ai été content lorsque j'ai fini de gagner. Moi, je trouve que c'est un bon jeu et que tout le monde peut participer. Ce qui m'a plu sur le jeu, c'est que le jeu peut permettre aux élèves de pouvoir
développer leur capacité cérébrale. Le jeu, c'est très bien conçu pour nous les élèves. J'ai bien aimé les étapes, comment ça propose et j'ai bien vu que les performances du jeu sont très bien et que ça n'a pas de différence avec les cours que nos professeurs nous donnent. L'initiative vient de 2 jeunes Togolais alors étudiants à l'Institut de Lomé. Leur vision accompagne le système éducatif national. L'application est en téléchargement gratuit sur Play Store ou sur le www.zonois.net. Une fois le téléchargement fait, vous allez vous inscrire. Après l'inscription, vous allez vous abonner pour bénéficier plus de l'expérience Zonois. Sinon, vous avez une version démo où vous aurez un nombre de questions limité, mais vous ne vivez pas l'expérience de Zonois en termes de compétition, jeu et les parents suivis parental. Il n'y a pas ça. Zonois, d'abord, c'est la nouvelle façon d'apprendre et nous voulons éduquer, apporter notre contribution à l'éducation en permettant aux élèves d'apprendre tout en s'amusant. L'application Zonois s'adresse aussi bien aux parents qu'aux apprenants et toute autre personne intéressée. Et eu égard à ces avantages, les élèves s'activent déjà pour s'abonner afin d'approfondir leurs connaissances. Alors, Zonois, qui veut dire crack en français, ambitionne d'accompagner les élèves vers la réussite. Comment ça marche concrètement? Explication avec Ekwesala. L'idée a germé il y a 5 ans. Alors étudiants à l'Institut de Lomé, ces 2 jeunes Togolais ont créé leur plateforme numérique de divertissement KDS, Carrefour des sciences, devenu aujourd'hui Zonois. L'ambition étant d'accompagner le monde éducatif à travers cette innovation technologique. L'application intègre le contenu des programmes pédagogiques nationaux validés par un panel d'enseignants. Toutes les matières qui sont au programme officiel togolais sont sur la plateforme Zonois. Nous travaillons en partenariat avec toute une équipe d'enseignants. Donc c'est eux qui fournissent le contenu qui est intégré à la plateforme Zonois. Pour cette première version qui a été lancée, il y a juste le contenu de la classe de première officiellement. Donc très bientôt nous allons ajouter la terminale et la seconde. L'utilisateur se trouve dans un jeu et il apprend tout en s'amusant. Et les mots de jeu sont conçus justement pour donner l'envie aux utilisateurs de ne pas perdre leur temps sur les réseaux sociaux, du moins bénéficier des opportunités qu'offrent les nouvelles technologies. Simple et adapté à tous les smartphones, tablettes et ordinateurs, cette start-up est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et sur le www.zonois.net. Sous forme de quiz, de résumé de cours, Zonois met un accent particulier sur les réalités togolaises. Pour bénéficier de plus d'options, les utilisateurs doivent d'abord s'abonner. Une fois inscrit, vous entrez dans la famille des cracks, ces fameux Zonois. Donc une fois inscrit, vous aurez une interface qui va se présenter comme celui-ci. Donc vous aurez jouer et lire un cours. Donc dans jouer, vous avez la liste des matières qui sont au programme officiel togolais. Donc vous choisissez une matière dans laquelle vous voulez jouer et l'application se charge de vous proposer des questions sous forme de QCM. Donc vous serez en train de jouer, mais tout en apprenant en fait. Et à la fin, vous avez les corrections et vous avez aussi droit à un classement en comparaison avec les autres utilisateurs de la plateforme. Donc une fois inscrit, vous avez un contenu limité en fait. Donc nous demandons un abonnement qui se fait rapidement, directement dans la plateforme. Vous choisissez la partie abonnement, s'abonner. Donc vous avez s'abonner, vous choisissez votre pack d'abonnement. L'application Zonois dispose d'une interface pour des suggestions et avis en vue de l'amélioration de ses performances. Les initiateurs du projet se disent déjà à pied d'œuvre pour intégrer d'autres contenus lors des prochaines mises à jour de cette plateforme numérique 100% togolaise. Et il s'ouvre à Lomé dès demain lundi et ce jusqu'au 13 avril
La 13e réunion du bureau de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. La CONFEJES est une institution intergouvernementale qui œuvre sous la coupole de la francophonie. Nous vous proposons de mieux la découvrir dans ce dossier de Lucassi. Instant de la francophonie créée en 1969, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie CONFEJES a pour vocation première d'assurer la promotion de la participation des jeunes à la réussite des changements stratégiques, porteurs de développement économique et de cohésion sociale. Espace de concertation mais aussi d'action, la CONFEJES apporte conseils et appui à ses membres dans les domaines de la jeunesse et du sport, contribue à la formation des cadres dans ces mêmes secteurs et au développement de la vie associative. Cette institution intergouvernementale composée de 43 pays agit en étroite collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Des réunions temporaires à l'endroit des membres et du bureau de l'institution sont tenues pour définir les orientations de la CONFEJES et voir les actions à mener pour adapter les missions de l'instance à l'actualité. C'est dans ce contexte que le Togo accueille la 13e réunion du bureau de la CONFEJES qui se tiendra du 9 au 13 avril prochain à Lomé pour contribuer à la création d'un environnement propice à la mobilisation, à la formation, à l'insertion sociale, économique et professionnelle des jeunes, appelés à jouer un rôle déterminant dans la construction de l'espace francophone. Cette réunion est axée sur le thème « Jeunesse et sport, quelle contribution dans la lutte contre le radicalisme, l'immigration clandestine et l'extrémisme violent pour vivre ensemble à l'orée du cinquantenaire de l'institution commune ». Et ceci cadre avec l'un des programmes jeunesse de la CONFEJES qui est d'aider au développement de l'entrepreneuriat des jeunes, de soutenir également l'insertion socio-économique de ces jeunes. En clair, cette rencontre de haut niveau permettra aux participants de réfléchir sur l'apport de la jeunesse et du sport dans la résolution des maux qui menacent la paix dans le monde aujourd'hui, notamment le radicalisme et l'extrémisme, et dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'organisation de la réunion a été précédée par la signature à Lomé d'un cahier de charges qui met en relief la structuration de cette 13e rencontre du bureau de la CONFEJES, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, des États et gouvernements ayant le français en partage. Cette rencontre portée par le Togo démontre une fois encore le retour incontestable du pays sur la scène internationale. Et justement, la cohabitation de la langue française portée par la francophonie et de nos langues locales rarement prises en compte dans nos systèmes éducatifs invite à la réflexion. Quel sort attend ces dernières? La prise en compte des langues locales dans les curricula de formation ne serait-elle pas plutôt un atout pour le développement par l'éducation? Focus donc sur la problématique avec Adolphe Paca. Nous sommes ici dans une classe de CP2. Après la montée des couleurs, le maître introduit toujours son cours par une animation. Assis. Et tout commence par la lecture. Le tableau divisé en deux, le français cohabite avec le fangbe. C'est bien. En 2 ans d'apprentissage, les enfants ont déjà la maîtrise. Ils lisent et écrivent leur langue maternelle, comme le français, dans lequel ils font leur premier pas. Le bilinguisme apporte beaucoup d'avantages aux apprenants
aux enfants. Ils connaissent déjà leur langue avant de quitter la maison. Les enfants progressent plus vite. Ils comprennent déjà leur langue maternelle. Et quand on va en français, le transfert n'est plus difficile ici. On voit que les enfants, comme ils partent de leur langue, ils comprennent mieux les enseignements qu'on leur donne. École et langue nationale Afrique, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie qui vise la promotion et l'introduction progressive de l'enseignement bilingue au primaire. Il commence l'école, déjà au CI, vous dites, comment t'appelles-tu? Il n'a jamais entendu ça. Viens ici, il n'a jamais entendu ça. Mais tu commences par sa langue maternelle. Mais il se dit, mais écoute, ça veut dire que c'est la maison toujours qui commence. Je suis toujours à la maison. Là, l'enfant il se donne. Il donne le mieux de lui-même. Il s'extériorise librement. Celui-là, il est capable d'écrire dans sa langue maternelle et de parler bien. Ce n'est pas seulement rien de fait de parler, mais nous avons des thèmes pédagogiques que nous apprenons aux enfants de la langue maternelle. La maîtrise de nos langues, une richesse à ne pas ignorer dans le système éducatif. C'est pourquoi les langues nationales ont été très tôt introduites dans le système éducatif togolais depuis la réforme de 1975. Aucun peuple ne se développe sans sa langue nationale. Mais demander à un enfant, viens ici, ça lui paraît du chinois. Alors, à la maison, par exemple, il connaît Wafi, Anna, Wambi. Il connaît ça. Mais quand il vient à l'école, et le maître, liant le geste à la parole, vient ici, l'enfant fait un transfert et comprend que vient ici correspond à Wafi, Vafier. C'est important de maîtriser d'abord sa propre langue. Parce que c'est une fois maîtriser sa propre langue qu'on pourra faire le transfert. Le système est très accessible aux enfants, comme on le voit. Mais combien d'établissements le pratiquent encore de nos jours? La formation des enseignants reste la solution pour rendre ce système dynamique et périn. Beaucoup de chercheurs ont prouvé que l'enfant pris dans sa langue maternelle a un meilleur apprentissage d'une nouvelle langue. Donc du coup, l'enfant quitte la maison avec une langue qu'il maîtrise. Donc il va falloir partir de cette langue pour faire asseoir la nouvelle langue, la L2, qui est maintenant la langue française. Donc il y a tout le temps une gymnastique cognitive de la langue maternelle vers la langue d'apprentissage qui est ici le français. Aujourd'hui, il faut former les enseignants à pouvoir prendre les enfants de leur langue maternelle vers la langue française, la langue d'apprentissage. La quinzaine de la francophonie qui prône la diversité culturelle est une occasion pour les pays africains de repenser l'avenir de leur langue. Et les populations de Doufelgou ont célébré ce samedi l'apothéose de leur fête traditionnelle Sintou Djandjagou, une fête qui intervient avant le début des travaux de la nouvelle saison agricole. Elle remercie les manes des ancêtres pour les récoltes de la campagne écoulée. La fête également, elle a lieu pour saluer la mémoire des personnes âgées rappelées à Dieu l'année précédente. Nestor Mouzou. Le son du corps qui invoque le nom des ancêtres pour que ceux-ci viennent se rendre compte de ce qui se passe ici. L'événement qui rassemble ce monde, c'est celui de Sintou Djandjagou, la fête traditionnelle des Naoudéba et Lamba de la préfecture de Doufelgou. Cette année encore, c'est dans une grande ferveur que
cette fête s'est déroulée à Niamtougou. Doufelgou signifie Mont Blanc. Cette préfecture a une superficie de 1275 km² avec une population estimée à plus de 90 000 habitants répartis dans 14 cantons. C'est cette population qui célèbre Sintou Jandiagou, fête qui symbolise la reconnaissance à Dieu des filles et fils de la préfecture pour la moisson de l'année agricole écoulée et qui marque aussi l'honneur funéraire de cette communauté à l'égard de ses disparus. Sintou Jandiagou est à sa 32e édition et celle-ci est placée sous le signe de la réconciliation et du développement. De nos jours, la politique du chef de l'État en matière de la réconciliation dans la compréhension et l'entente mutuelle permet à nos populations de vivre une nouvelle ère de développement dans de nouveaux domaines. C'est dans cette optique que la célébration de cette 32e édition de la fête traditionnelle Sintou Jandiagou s'inscrit sous le signe de la cohésion sociale, de la solidarité, de la réconciliation et de la paix, sans lesquelles aucun développement n'est possible. En effet, Sintou Jandiagou a été depuis longtemps une occasion pour les filles et fils de Doufelgou de se retrouver, de fraterniser et de promouvoir leur savoir-faire à travers leur diversité culturelle qui constitue en quelque sorte un instrument et un symbole d'union et de cohésion entre les enfants de la préfecture, qu'ils soient Lamba ou Naouda. Les peuples Naoudéba et Lamba cultivent pour l'essentiel du petit mil, du sorgho, du haricot, du maïs, de l'arachide, des ignames et du fonio. Le fonio, une des principales cultures aussi des Akposso Akebou. Depuis 5 éditions, les Akposso Akebou sont associés à la célébration de Sintou Jandiagou. Nous voici encore à ce rendez-vous de l'histoire commune où nous avons commencé à écrire les plus belles pages depuis ces 5 dernières années. Et cela n'est pas le fruit d'un hasard. En effet, nous sommes les seuls peuples de notre pays à avoir en partage la culture du fonio, une denrée dont les vertus alimentaires et même thérapeutiques ne sont plus à démontrer. Il est très indiqué aux diabétiques en raison de sa faible teneur en amidon, donc en sucre. S'adressant aux natifs de Doufelgou, le représentant du chef de l'État à cette 32e édition de Sintou Jandiagou a souligné que le choix de marquer périodiquement une pause dans leurs activités afin de célébrer cette fête est louable à plus d'un titre. Il s'agit pour toutes les composantes de la préfecture de jeter un regard rétrospectif sur le travail abattu au cours de la saison qui s'écoule afin d'en tirer les leçons pour l'avenir. C'est aussi une occasion de ressourcement et d'affirmation d'identité. L'initiative de fédérer Sintou de Lamba et Jandiagou de Naoudéba en une seule et unique célébration dénote de votre attachement à vos valeurs culturelles et votre volonté de revaloriser votre riche patrimoine culturel. C'est un symbole fort de votre engagement à unir les forces vives de la préfecture en vue de son développement. Ce faisant,
vous inspirez à tous les fils et filles de notre nation que notre seule voie de sortie, notre salut réside dans la mise en synergie de nos forces au-delà de nos différences sociales, ethniques et religieuses, et donner ainsi à votre préfecture l'image que nos plus hautes autorités voudraient conférer à notre pays. Nous vous exhortons à faire de cette fête et du riche patrimoine culturel de votre préfecture un véritable pilier susceptible de stimuler la créativité, développer le tourisme et ensuite booster l'économie de notre pays. Le ministre Guy Madié Lorenzo a conclu son allocution en faisant un clin d'œil au FADEF, Festival des Arts de Défalé. Un événement qui rehausse l'éclat de la fête Sintou Djandjagou depuis 4 ans avec un programme diversifié d'activités culturelles et touristiques. Point final à ce journal, vous serez en compagnie d'Adolphe Paca pour l'édition de nuit à 22 h. Juste vous rappeler avant de nous séparer que les couleurs du Togo flotteront bien à la finale du concours de chansons de Voice Afrique francophone. Victoire Biakou l'a fait hier avec le soutien du public. Elle s'est qualifiée pour la finale. Et de ce soutien, elle a encore besoin plus que jamais. C'est le tournant décisif. Vous envoyez V12 au 50-52 sur Togocel et Move. Très belle soirée et très belle nouvelle semaine. Fructueuse semaine donc à tous. À très bientôt sur la télévision.